Hi, Elizabeth. Hi, Venerable Sangye Kado. So I just take up the opportunity to thank you, for accepting to teach, even if yesterday we had some problems. But thank you very much, because I know you have a very busy schedule. And maybe we can offer you a mandala. What do you think? Okay? Do you think the people attending the course are new people who are not familiar with such rituals and they would find it strange? Or do you think it's okay? What do you think, Arno? Because I think that's okay. I mean, we can maybe say it's still good for us anyway, Yeah. And maybe say 2 words to explain what it is, and then just do it. Yeah. But it's mainly an offering to the Venerable Sangye Kado as a teacher, so also to the Dharma. Yeah. And it's offering the whole universe. So it's a very wide offering. And I'm going to project the text so that everyone can see it. Long one or short one? Short one. We do a short one, yeah. Okay. Yeah. Sajipe ki Juchi meto tramri rablingi ni degen padi sangye jindu mikte uwai Dokunam dajila chupasho idam guat namandala kameyatayami. Thank you. Thank you. Okay, so are we ready to start? I think so. Okay, so hello everybody. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cette opportunité de partager avec vous un sujet très important, celui de la compassion. Je vous remercie en particulier Elisabeth et le centre Kalachakra pour m'avoir invité à faire ce cours. Et je suis désolée des problèmes techniques que nous avons eu hier soir. D'habitude, ça ne se produit pas trop avec notre Internet, mais hier, il s'est passé quelque chose. Ici, le matin, à Washington, ils essayaient de réparer tout ça. Mais après notre cours. Bon, là, j'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura aucun problème de ce genre. Donc, je pensais commencer par une petite méditation. Nous allons d'abord prendre quelques minutes pour nous calmer et que notre esprit devienne plus présent, clair et calme, et prendre le temps de générer la motivation. Ensuite, nous ferons une méditation un peu plus longue sur la respiration. Et un autre exercice que nous ferons, que Thunten Jinpa inclut dans son livre, c'est l'exercice de l'esprit vaste, l'esprit sur la claire nature de l'esprit, que Lama Yeshe inclut aussi dans ses méditations. Donc je pense que ce serait important aujourd'hui d'avoir un esprit ouvert, clair et spacieux. Je vous invite donc à vous installer confortablement dans une posture confortable. Se sentir confortable, ça ne veut pas dire être allongé ou être penché en avant ou recroquevillé. Mais au contraire, quand on médite, on a besoin d'avoir le dos droit, que vous soyez assis par terre,
les jambes croisées ou que vous soyez assis sur une chaise. Il faut donc avoir le dos bien droit. Le reste du corps est aussi détendu que possible, il n'est pas tendu. Vos épaules sont bien détendues, basses. C'est vraiment là un endroit où nous engrangeons des tensions en général. Donc si vous avez des tensions dans les épaules, dans le dos, je pense que vous pouvez libérer ces tensions, laisser-les se dissoudre et partir. Et faites de même avec tous les autres endroits de votre corps. S'il y a des tensions, ou que ce soit dans la tête, dans les doigts de pied, dans les doigts, toutes ces tensions se dissolvent, fondent et s'éloignent de votre corps et s'enfoncent loin dans la terre. Et maintenant, pour quelques instants, soyez attentifs à votre respiration, votre inspiration, votre expiration, de manière à ce que votre esprit soit bien posé, détendu, car vous pourriez avoir des pensées sur les choses que vous auriez accomplies précédemment dans la journée, ou que vous avez accompli la semaine dernière, ou dans le passé, peu importe. Et laissez tout cela de côté. Toutes les pensées du passé sont mises de côté et soyez juste ici, dans le présent. Et aussi, s'il y a des pensées qui concernent le futur, ne vous inquiétez de ce que vous allez faire plus tard, ce soir, demain, la semaine prochaine. Mettez toutes ces pensées de côté et laissez votre conscience être présente dans ce moment ici. Soyez simplement conscient de votre inspiration et expiration. Et avant que nous commencions, nous allons faire apparaître dans notre esprit une motivation positive, bénéfique, qui soit tournée vers les autres êtres, afin que nous puissions participer pleinement à ces sessions avec un état d'esprit bénéfique. Je vais donc réciter une courte prière que nous utilisons dans la tradition tibétaine, qui est appelée la prière des 4 pensées à teneur infinie. Et ce sont des pensées très puissantes. Il y a la bienveillance, l'amour bienveillant, la compassion, la joie et l'équanimité. Nous allons essayer de cultiver ces états d'esprit envers tous les êtres. Dans cette courte prière est un aide-mémoire pour cultiver ces différentes pensées. Donc, essayez de faire attention aux mots et de faire apparaître dans votre esprit les états d'esprit associés. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés des souffrances et des causes de la souffrance.
puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur supérieur. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité qui est libérée de l'attachement et de l'aversion, l'attachement qui nous rend proches des uns et l'aversion qui nous éloigne des autres. Donc, c'est essayer de faire apparaître ces pensées très positives, ces souhaits pour tous les êtres. Et faites le lien avec ce que nous faisons aujourd'hui, ce cours. Il consiste à méditer, à apprendre, à réfléchir sur la compassion et essayer vraiment de développer ce souhait que ce que nous faisons aujourd'hui ici nous aidera à avoir plus de compassion, plus d'amour, plus de pensée positive, plus d'amour pour tous les êtres. Et que cela nous aidera également à nous éviter de les blesser, de leur apporter des souffrances. Donc, ayez cette pensée que ce cours nous aidera à développer ces différents aspects. Et avec cette pensée unifiée, tournez votre attention vers votre respiration. Soyez conscient de la respiration qui entre et qui sort. Sans rien faire pour contrôler votre respiration, il n'y a pas besoin de le faire. Parce que votre corps sait respirer de lui-même et n'a pas besoin d'être contrôlé. Laissez toutes ces tendances au contrôle et autorisez votre corps à respirer naturellement. Et ensuite, avec votre conscience, donc observez la respiration alors qu'elle entre et qu'elle sort. Vous inspirez, vous expirez, une respiration après l'autre. Et quand vous remarquez que votre esprit est distrait de la respiration, fait autre chose comme penser à quelque chose, ou se souvenir, ou alors que vous entendez des bruits, vous êtes distrait. Quand vous observez cela, mettez cet deuxième objet de côté et retournez vers la respiration. Ne vous inquiétez pas si cela se produit encore et encore, c'est tout à fait normal que ce processus arrive, l'esprit se distrait et nous avons donc besoin de le ramener vers la respiration. Donc ce n'est pas grave, ne vous énervez pas à cause de cela et soyez simplement calme et patient. Ramenez encore et encore votre attention à la respiration.
So now we're going to move into a slightly Maintenant, nous allons tourner vers une méditation un peu différente, nature of the mind. celle qui s'intéresse à la nature de notre esprit. Donc imaginez maintenant que votre esprit est comme le ciel, comme l'espace. Vous pouvez penser à ce à quoi ressemble un ciel, un jour où il fait beau, il n'y a aucun nuage, quand tout est clair, sans pollution, vaste, clair, pur et spacieux. Le ciel, donc la véritable nature de votre pensée, c'est comme ça, il est comme le ciel, vaste, spacieux et naturellement pur. Le bouddhisme dit que la nature de notre esprit est fondamentalement pure et que toutes les pensées, les émotions, les souvenirs et les choses qui se passent dans notre esprit sont impermanents, transitoires. Donc on peut les comparer à des nuages. Les nuages vont et viennent dans le ciel, ils ne sont pas permanents, ils n'appartiennent pas au ciel. Simplement, ils apparaissent quand certaines causes et conditions atmosphériques sont réunies. Ils ne sont pas solides, ils ne sont pas substantiels, ils changent, ils bougent d'un endroit à l'autre dans le ciel et puis ils disparaissent finalement. Donc c'est la même chose avec nos pensées, nos souvenirs, nos émotions. Ils apparaissent dans notre esprit et à la faveur de certaines causes et conditions. Et puis, comme ils sont insubstantiels, ils ne sont pas solides, ils ne sont pas permanents, ils ne sont donc pas toujours là. Ils vont et viennent, puis disparaissent. Ces pensées ne blessent pas la nature de notre esprit de la même façon qu'un nuage ne va pas entraver l'aspect spacieux et pur de l'espace. Donc, juste pour quelques instants, essayez de faire apparaître cette pensée, ce ressenti que l'esprit est comme un ciel pur et que les pensées sont des simples expériences qui vont et viennent comme les nuages. Ne les prenez pas trop au sérieux, ne leur accordez pas trop d'importance. Regardez-les apparaître et disparaître et demeurez dans la claire nature de votre esprit, spacieuse, donc claire.
Okay, so can you open your eyes and Vous pouvez ouvrir vos yeux that meditation. et sortir de cette méditation. So this idea Donc, of teaching and cette idée, cet enseignement sur la nature de notre esprit comme fondamentalement pur et clair comme un ciel, c'est vraiment quelque chose de magnifique et merveilleux. Ça veut dire qu'on a un potentiel illimité, un énorme potentiel sur les possibilités. On peut transformer cet esprit. On n'a pas besoin d'être bloqué, coincé par cet esprit. Et des fois, c'est un peu la situation dans laquelle on est avec toutes ces pensées folles. Mais ce n'est pas la véritable nature de notre esprit. Donc, je vais continuer là où on s'est arrêté hier soir, en fait. J'aimerais aussi vous demander si vous avez des questions. À ce moment-là, vous pouvez les écrire dans la boîte de chat. Et puis, je vous suggère d'attendre un peu plus tard dans la session. Et peut-être que ce n'est pas la peine de l'écrire tout de suite dès que vous l'avez à la pensée, parce que vous pourriez manquer une certaine partie de l'enseignement. Essayez de rester attentif simplement à ce que je dis. Et puis, il se peut aussi que votre question trouve sa réponse plus tard dans l'enseignement aussi. Aussi, j'ai reçu quelques questions ce soir, mais je n'ai pas eu le temps de les lire encore. Parce qu'il y en a certaines étaient assez longues. Donc, je vais en lire certaines pendant la pause. Et j'espère que je pourrai avoir une réponse pour la session suivante. Aussi, j'aimerais que vous n'utilisiez pas la boîte de chat pour chatter entre vous, mais essayez d'être comme si vous étiez dans un centre du Dharma, que vous étiez en train d'écouter un enseignement dans un centre. Donc, il n'y aurait pas cette possibilité de chatter entre vous. Vous pouvez le faire entre les sessions si vous voulez. Vous pouvez vous saluer, etc. Mais peut-être pas pendant la session elle-même. Essayez de rester attentif à ce qu'on fait. Donc, hier soir, j'ai parlé de ce qu'était la compassion selon le bouddhisme. Donc, ce souhait que les êtres soient libérés de la souffrance, que ce soit un être ou plusieurs êtres ou tous les êtres, qu'ils soient libérés de la souffrance. C'est un petit peu différent de l'amour, puisque l'amour, c'est de souhaiter que les êtres soient heureux, qu'ils aient du bonheur. Et la compassion, c'est le fait de souhaiter qu'ils soient libérés d'une souffrance. Donc, le Dalai Lama dit que c'est les deux aspects de la même chose, les deux faces d'une même pièce, en fait. Comme le dit sa sainteté. Donc, ils sont un petit peu similaires, mais finalement séparables. Donc, j'aimerais continuer. Et le point suivant, c'est ce point qui s'appelle « La compassion est-elle naturelle ?» Le premier point dit « Les êtres humains sont-ils égoïstes et agressifs ou sont-ils bons et compatissants ?» Dans les pays occidentaux, à partir du XVIIIe siècle, avec les philosophes et les scientifiques et les psychologues, il y avait cette idée que les êtres humains sont fondamentalement violents, égoïstes, et ils ont cet état d'esprit de compétition, d'agresser les uns les autres. Donc ça, c'était la vue qui dominait au XVIIIe siècle.
Et j'ai certains amis qui sont des psychanalystes et qui disent que donc c'était par exemple la vision de Freud, qui est lui le fondateur, un des fondateurs de la psychologie moderne. Donc sa vision de l'humanité, c'était que les humains étaient avides, agressifs. Bon, c'était pas une vision très positive en fait. Donc ça, c'était la vue qui dominait et peut-être que certains, au cours de leurs études, ont rencontré ce genre de vision de l'humanité. Mais depuis quelques décennies, les scientifiques ont commencé à reconnaître que l'être humain avait vraiment des qualités comme l'empathie, le fait de coopérer les uns avec les autres, de prendre soin des autres, étaient quand même des qualités fondamentales de l'être humain. Et ça s'accorde à la vision bouddhiste. Parce que même si le bouddhisme reconnaît que les êtres humains ont des aspects négatifs comme la colère, l'avidité, l'égoïsme, l'orgueil et l'agressivité, ça on ne le nie pas. Et ce qu'il dit, c'est que nous avons également des émotions extrêmement positives et ces émotions font partie de notre nature. On parle de la nature de Bouddha et on dit que tous les êtres ont la nature de Bouddha. La nature de Bouddha inclut ces qualités positives de l'amour, de la compassion, de l'altruisme, la générosité, la patience. Donc on a ces qualités qui sont déjà là, présentes dans notre esprit, qui font partie de notre nature. Pour certaines, ces qualités sont plus faibles, les traits négatifs seront plus saillants, mais chacun a ses qualités positives. Et il est possible de les cultiver, de les développer de plus en plus, et de surmonter les traits négatifs et de nous en libérer complètement d'ailleurs. Donc le bouddhisme dit que nous avons un potentiel extraordinaire. Dans le livre de Thupten Jinpa, un cœur sans peur ou une compassion sans peur, il parle d'une expérience qui a été pratiquée sur des tout petits enfants depuis l'âge de 6 mois. Et ces expériences sont destinées à savoir s'ils ont un sens naturel de la compassion et du fait de prendre soin de l'autre. Et une des expériences que j'ai vues en vidéo, il y avait une personne qui essayait de faire quelque chose, une tâche simple comme par exemple de suspendre un vêtement et de faire tomber le vêtement, de ne pas pouvoir l'attraper ensuite. Donc, le petit enfant, s'il était là, allait ramasser le vêtement et lui donner. Et il le fait naturellement, spontanément, sans qu'on lui demande. Vraiment, de leur côté, ils voient quelqu'un qui a besoin de quelque chose et ils répondent à cela de façon naturelle, spontanée. Ils aident la personne qui en a besoin. Il y avait une autre expérience faite avec des petits-enfants. Il y avait même 6 mois, ils ne pouvaient pas marcher. Il leur montrait des marionnettes. Et au cours de ce spectacle de marionnettes, il y avait une marionnette qui essayait de faire quelque chose, comme d'ouvrir une boîte, par exemple. Quelque chose de simple. Et l'autre marionnette aidait la première marionnette. Donc, la deuxième marionnette aidait la première. Et puis, à un autre moment, alors que la première marionnette essayait d'ouvrir la boîte, une deuxième marionnette sautait sur la boîte en l'empêchant. Donc, après avoir montré ces deux comportements, il demandait à l'enfant de choisir une des marionnettes, laquelle ils aimeraient avoir. Et pratiquement tous les enfants choisissaient
la marionnette qui aidait l'autre marionnette, plutôt que la marionnette qui essayait d'empêcher l'autre à accomplir sa tâche. Donc, même si on a des connaissances limitées, ça montre une tendance à avoir ce comportement à aider les autres. Donc les scientifiques ont trouvé que c'était un signe que même les enfants jeunes, les bébés, en fait, ont vraiment cette attirance pour des attitudes altruistes, compatissantes, et que donc cela montre qu'ils ont cette qualité déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a une citation ici du livre qui dit que donc la compassion, c'est une qualité fondamentale des êtres humains. Et Saint Santé l'évoque d'ailleurs, il en parle tout le temps. J'ai mis une photo de parents avec un bébé parce que ça, c'est peut-être le meilleur exemple de la gentillesse et la compassion quand on apporte un bébé dans le monde, quand on fait naître un enfant. Bien sûr, il y a des cas où les enfants ne sont pas très gentils avec leur enfant. Des fois, l'enfant est négligé, ou peut-être il y a des cas aussi d'abus, mais je pense quand même que ce n'est pas normal, ce n'est pas la norme, c'est l'exception. C'est rare. Dans la plupart des cas, les parents font quand même au mieux pour s'occuper de leur enfant, surtout quand celui-ci est petit. Et bien sûr, les êtres humains ont leurs problèmes, ils sont impatients, ils ont des besoins, ils ont des frustrations. Donc ça, c'est normal. Et Sa Sainteté parle souvent de la façon dont il a appris les scientifiques que si un enfant ne reçoit pas l'amour et la gentillesse et l'attention dont il a besoin, il ne pourra même pas se développer ou même ne pourra pas survivre. Donc juste le fait qu'il y ait, je ne sais pas combien d'êtres humains sur cette planète, presque 8 milliards, le fait qu'il y ait presque 8 milliards d'êtres humains sur la planète montre que ces personnes ont reçu de la gentillesse, des soins, de l'amour, quand ils étaient petits. Sinon, on n'aurait pas même survécu, on ne serait même pas en vie. Donc, même si on ne le reçoit pas de nos parents, on le reçoit d'autres personnes, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Il y a toujours quelqu'un qui peut nous prendre soin des jeunes enfants, qui les aide donc à s'épanouir et à devenir adultes. Donc ça, c'est quelque chose que nous devrions garder à l'esprit, qu'il y a des qualités donc naturelles chez les êtres humains. Évidemment, il y a des moments où on est en colère, on peut même faire des choses qui ne sont pas recommandables, des choses qui peuvent blesser les autres, mais ça ne détruit quand même pas notre compassion, notre gentillesse. C'est un peu temporaire. Cela apparaît et puis disparaît comme les nuages dans le ciel. Notre compassion, notre amour est toujours présent potentiellement dans l'esprit. Il peut toujours se manifester, s'épanouir. Lettre D. Donc la différence entre l'empathie et la compassion. C'est une question que beaucoup de personnes posent. Il y a aussi des discussions entre les professionnels, les psychologues, les thérapeutes. Qu'est-ce que l'empathie, qu'est-ce que la compassion? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Donc il y a sûrement beaucoup d'opinions différentes à ce sujet et aussi différentes manières d'expliquer qu'est-ce que c'est exactement l'empathie, qu'est-ce que c'est la compassion. Donc, je pourrais suivre ce que dit le livre.
Selon ce livre, l'empathie est de ressentir avec ou ressentir par rapport à une personne, ressentir une personne, de comprendre leurs émotions, comprendre l'émotion de la personne. Donc, Jinpa dit que cette habilité naturelle, capacité naturelle à en comprendre les émotions des autres et de partager ces émotions avec les autres. Il y a deux composantes. Une réponse émotionnelle aux émotions des autres. On est affecté par les émotions des autres. On y répond émotionnellement. Et la composante cognitive, c'est-à-dire la compréhension de la situation, de ce qui se passe pour l'autre personne. Donc, ce que je pense, c'est que l'empathie est une qualité naturelle que nous avons tous qui nous permet de comprendre ce qui se passe pour une autre personne. Et j'ai entendu déjà, même si je ne suis pas scientifique, et j'ai entendu dans le domaine des neurosciences, j'ai entendu parler des neurones miroirs qui nous permettent de refléter, réfléchir ce que notre personne ressent. Et il y a des expériences qui ont été faites sur des petits-enfants. Si un enfant commence à pleurer, un autre bébé dans la même chambre pourrait commencer aussi à pleurer. J'ai lu à propos de cela. Vous l'avez peut-être expérimenté d'ailleurs. Donc, c'est une qualité naturelle chez l'être humain de répondre aux émotions d'un autre être humain. Ça peut se produire avec toutes sortes d'émotions. Quand on voit quelqu'un qui est triste, on va se sentir triste aussi. Mais si on voit quelqu'un qui est heureux, quand on voit des enfants qui jouent, qui ont l'air de s'amuser, on peut également se sentir joyeux, ça nous réchauffe le cœur. Donc, on peut avoir toutes sortes un éventail d'émotions, et quand on voit des personnes qui expérimentent un certain type d'émotions, on va peut-être éprouver la même chose en nous-mêmes. Donc l'empathie, c'est la capacité de reconnaître et de partager les émotions des autres. Alors la compassion dérive de l'empathie, de la compréhension que l'autre souffre. Quand on a de l'empathie pour quelqu'un, quand on la voit souffrir, alors on va ressentir une forme de tristesse. On va ressentir un peu ce qu'il ressent. Et donc, ensuite, il y a cette compassion qui souhaiterait que cette personne soit libérée de ses souffrances et qu'on puisse donc alléger la souffrance de l'autre. Donc, pour moi, l'empathie, c'est un sens plus large qui recouvre toutes sortes d'émotions. Alors que la compassion, elle s'applique quand on voit quelqu'un qui souffre, qui a de la peine, qui a besoin de certaines choses. Et là, on ressent de la compassion. Donc là, il y a une différence finalement entre l'empathie et la compassion. Et des recherches de neuroscientifiques confirment qu'il y a bien une différence entre les deux dans notre activité cérébrale. Il y a un chercheur en Allemagne qui s'appelle Tanja Steiner. Elle est la directrice de l'Institut de neurosciences à Leipzig. Beaucoup de personnes là ont fait des recherches sur la compassion. Et les choses qu'ils ont faites, c'est d'utiliser des scanners, des scans du cerveau,
pour voir quelle est l'activité qu'ils ont quand ils éprouvent de l'empathie et de la compassion. Ils observent les réactions du cerveau. Et ce chercheur a montré que l'empathie et la compassion sont deux phénomènes distincts. Elle a testé plusieurs méthodes différentes. Donc, quand on pense de façon compatissante, on allume en fait les mêmes régions du cerveau que l'amour, mais la pensée empathique allume une autre région du cerveau, une région associée à la peine. Donc, par exemple, quand on passe de façon empathique à la souffrance, vous avez entendu parler de Mathieu Ricard, votre compatriote. Il est une des personnes qui est impliquée dans ce genre de recherche. Il était dans les laboratoires en train de méditer sur la compassion, sur l'empathie, et on testait ses réponses cérébrales quand il pratiquait ces différentes méditations. Il a écrit un livre, peut-être disponible également en français, c'est un gros livre, qui s'appelle L'altruisme. Et dans ce livre, il parle de ses expériences et il dit que quand on lui a demandé de méditer sur l'empathie, il était dans cette machine de test pendant 1 heure en train de méditer sur l'empathie. Il a dit qu'il pensait à la souffrance d'enfants ou la souffrance de personnes qu'il avait rencontrées. Il avait vu des vidéos par rapport à il a pensé à ces personnes pendant très longtemps. Il a ressenti de l'empathie. Il a dit que l'expérience de faire cela, c'était terrible. Il ressentait à la fin qu'il était impuissant, qu'il ne pouvait rien faire. Et après ça, on lui a demandé de passer à la compassion. Donc, il a passé 1 heure à méditer la compassion par rapport à ces mêmes personnes, les enfants et les autres personnes qu'il avait rencontrées. Il a dit que son esprit avait complètement changé quand il a passé de l'empathie à la compassion. Au lieu de créer un sentiment d'impuissance et un sentiment d'angoisse qui était difficile à supporter, j'avais maintenant un profond courage très chaleureux avec un amour illimité pour tous ces êtres. Donc son expérience a été complètement différente. Au lieu d'être sentir impuissant, il a senti cet immense amour pour tous les êtres. Et il poursuit en disant que il semble que on ne se fatigue pas quand on ressent de l'amour, de la compassion. Ces états d'esprit nourrissent le courage et renforcent ma détermination sans me causer d'angoisse. Donc il était clair par rapport à cela. Il pouvait y avoir une fatigue liée à l'empathie, liée à un syndrome d'épuisement émotionnel, mais par contre, cela n'arriverait pas dans le cas de l'amour et de la compassion. Je peux vous partager cet article. C'est juste un extrait de cet article dont je vous ai parlé, concernant donc la différence entre l'empathie et la compassion. Alors que la compassion nous donne de l'énergie, l'empathie peut nous alourdir. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile à tous ceux qui travaillent dans le domaine médical, les infirmiers, les infirmières qui toute la journée voient des personnes en souffrance.
ou des souffrances même qui sont terribles. Donc, les personnes qui font ce genre de travail, des fois, expérimentent ce qu'on appelle le burn-out ou l'épuisement. Des fois, c'est tellement grave qu'ils doivent s'arrêter de travailler. Et ce problème, ça s'appelle des fois le syndrome du burn-out de la compassion ou l'épuisement lié à la compassion. Mais ce n'est pas encore un terme correct. À la place, on devrait appeler ça épuisement de l'empathie, épuisement causé par l'empathie, ou burn-out de l'empathie. Parce que si on ressent de l'empathie sans compassion, là, on se fatigue. Alors que si on sait générer de la compassion, là, on ne se fatigue pas, on ne s'épuise pas. Mais on aurait cette énergie redoublée, cette capacité à aider également. Donc, je pense qu'aux États-Unis, ça commence à devenir une des discussions principales dans le domaine de l'éducation et le domaine médical. On commence à offrir des entraînements pour pouvoir développer la compassion, pour pouvoir développer l'empathie. Mais sans avoir ce risque de burn-out, mais justement de pouvoir continuer à aider les autres de manière efficace. On va peut-être s'arrêter un peu ici pour faire une courte méditation. Voyons si on peut faire une courte méditation issue du livre de Thupten Jinpa. C'est une des méditations qu'ils utilisent dans leur programme d'entraînement à la compassion. C'est une méditation sur l'amour bienveillant. Donc, on avait dit que l'amour bienveillant, la compassion, c'était comme les deux faces d'une même pièce. Et elles s'aident mutuellement. Les qualités s'aident mutuellement. Donc, si on peut avoir plus d'amour bienveillant, on aura plus de compassion et vice-versa. Prenez une position confortable. Essayez néanmoins de garder le dos droit. Et en même temps, détendez votre corps pour qu'il soit le plus libre de tension possible. Commencez par respirer profondément en inspirant profondément, lentement, et avec une petite pause avant d'expirer. Observez si vous avez des tensions quelque part. Faites-le 3 fois. Et ensuite, retournez à votre respiration naturelle. Continuez à inspirer, à expirer
Et faites apparaître dans votre esprit une personne pour qui vous ressentez de l'affection. Ça peut être un parent, un enfant, un frère, une sœur, un parent. Une affection simple, pas compliquée. Pas une personne vis-à-vis de laquelle vous vous étiez senti blessé, vous aviez senti de l'aversion, du désir ou autre. Une affection très simple. Vous éprouvez peut-être cela vis-à-vis de beaucoup de personnes. Mais ça peut aussi être un animal, un chat, un chien. Try to have a mental picture of this person or being. You could imagine them as if they were right there in front of you. Imaginez qu'ils soient juste à côté de vous, par exemple. But if it's difficult to c'est difficile à visualiser, ne vous inquiétez pas. Évoquez simplement la présence de cette personne par la pensée. Et soyez conscient de ce que vous ressentez, de ce qui apparaît au niveau émotionnel en vous. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, au fond de votre cœur? S'il y a un ressenti de chaleur, de tendresse, d'affection qui apparaît, alors demeurez avec ces émotions. Et si vous n'avez pas de ressenti particulier, ça va. Essayez de rester avec la pensée quand même de cette personne, l'image. Et maintenant, dites-vous cette phrase que vous pouvez répéter une ou plusieurs fois, lentement, silencieusement dans votre esprit, en vous focalisant sur cette personne. Puisses-tu être heureuse ou heureux? Puisses-tu être libre de toutes les souffrances. Puisses-tu être en bonne santé. Puisses-tu trouver de la paix et de la joie. Faites-le à nouveau. Puisses-tu être heureux, heureuse. Tu être libre de souffrance.
Puisses-tu être en bonne santé. Puisses-tu trouver de la paix, de la joie. Maintenant, imaginez que de votre cœur, une lumière chaude et radieuse apparaisse comme le soleil, une lumière qui représente tous vos sentiments d'amour, d'affection. Imaginez rencontrer cette personne et que cette lumière les remplisse complètement, leur apportant de la joie, de la paix. Éliminant leur souffrance. Et maintenant, ressentez un sens de joie à la pensée que vous ayez eu ces pensées, que vous ayez généré ces émotions positives et que vous les ayez partagées avec cet être. Donc ressentez de la satisfaction, de la joie par rapport à ce que vous avez fait. Bien, on peut sortir de la méditation, ouvrir les yeux. Donc ça vous donne une idée du genre de pratique que vous pouvez faire pour intensifier vos sentiments positifs vis-à-vis d'une personne. Et traditionnellement, dans le bouddhisme, on recommande de cultiver ce genre de bonté vis-à-vis des êtres vis-à-vis desquels c'est le plus facile. Et donc, passer du temps déjà à faire ça et ensuite, petit à petit, on peut passer à des personnes qui sont un peu plus distantes de nous, des personnes qu'on ne connaît pas bien, on ne connaît pas vraiment bien, des personnes vis-à-vis desquelles on n'a rien de particulier. Et petit à petit, à mesure qu'on se familiarise avec la pratique, on peut travailler par rapport aux personnes qu'on trouve irritantes, difficiles, etc. Donc, essayer de sentir de l'amour et de la compassion par rapport à nos ennemis, tout de suite, ce serait difficile, ça nous ferait abandonner. Donc, on va en fait procéder de façon progressive. Là, on a plus de chances de réussir. On va s'arrêter ici pour un break de 5 minutes et ensuite, on va reprendre dans 5 minutes. Je vais juste vérifier que la traduction en français, en fait, tout le monde entend bien. I'm just checking that the translation is okay for the French people. Okay. Okay.
Est-ce que vous êtes prêts à reprendre? Moi, oui. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question d'hier soir. C'est quelle est la différence entre la compassion et l'attachement? Comment sait-on que la compassion qu'on ressent n'est pas mélangée d'attachement ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Je voudrais bien vous en parler. Je voulais bien vous en parler justement. L'attachement qu'on a pour les autres êtres, les animaux, etc., c'est en général mélangé avec une part d'égocentrisme, une part d'égoïsme, notre désir de notre propre bonheur, de notre propre plaisir. Donc, tant qu'on est des êtres humains, et on n'est pas des Bouddhas encore, on est très éveillés, on n'est pas réalisé, très réalisé. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait encore de l'attachement. C'est juste une partie naturelle de nous-mêmes. Mais selon le bouddhisme, l'attachement est un état d'esprit qui est source de souffrance. Et c'est quelque chose dont on devrait se libérer si on veut évoluer dans le chemin spirituel et atteindre l'éveil. Donc c'est un obstacle à notre pratique spirituelle. L'attachement est aussi une cause de souci dans notre vie quotidienne, parce que si on a de l'attachement, on n'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à voir ce que l'on voudrait. Des fois, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, on devient frustré, en colère, déprimé, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un défaut de l'attachement. L'attachement fait qu'on s'attache, on s'accroche aux autres. On veut qu'ils soient là quand on veut qu'ils soient là. On veut les faire, on veut qu'ils fassent ce qu'on veut les faire, ce qu'on veut leur faire faire, on veut les contrôler et on ne leur laisse pas l'espace pour être ce qu'eux, ils veulent faire. Et ça amène beaucoup de problèmes. Donc, quand une personne ne veut pas faire ce qu'on voudrait, on se met en colère, on est irrité. Donc, si on regarde dans les conflits qu'on a avec les autres, qu'on a avec notre amis, notre famille, si on observe la cause des différentes querelles, peut-être qu'on va trouver comme cause l'attachement. Donc c'est un problème. Et ce que je dirais, c'est que dans nos relations avec nos proches, notre famille, et ainsi de suite, il y a certainement une combinaison à la fois de l'amour et de l'attachement, compassion et attachement. Les deux sont imbriqués. Il y a une façon de faire la différence entre les deux, la compassion d'un côté et l'attachement de l'autre, c'est de se demander de qui je m'inquiète le plus. Est-ce que je m'occupe plus de moi, mes besoins, ce qui me rendrait heureux, ou est-ce que je m'intéresse plus à l'autre personne? Et si je m'inquiète plus de moi-même, je veux que tu restes ici ce soir et que tu restes avec moi et me rende heureuse, et que tu sortes pas avec tes amis. Donc là, c'est plutôt de l'attachement. D'un autre côté, si on réalise qu'ils veulent faire des choses avec leurs amis qui les rendent heureux,
Donc ça, c'est plus important que notre propre bonheur. Là, il y a plus de compassion et d'amour. Bon, là, c'est vraiment pour simplifier grossièrement un phénomène qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué. Il peut y avoir toutes sortes de facteurs. Peut-être que vraiment le conjoint ou la conjointe s'en va tous les soirs de la semaine et il reste jamais avec nous. Donc là, c'est autre chose. Mais c'est vraiment pour dégrossir un petit peu cette manière de faire la différence entre ces deux sortes de qualités. Différencier l'amour d'un côté, donc l'attachement. L'attachement, c'est plus à propos de moi, qu'est-ce que je veux, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qui est bon pour moi, et pas ce qui est bon pour l'autre. Donc ça, on pourra en parler plus tard. Mais c'est juste une brève réponse à cette question. Maintenant, on peut passer au point suivant, les bénéfices de la compassion. Parce que selon le bouddhisme, la compassion, c'est quelque chose qu'on peut cultiver, qu'on peut faire grandir, qu'on peut développer. Et c'est vraiment une partie très fondamentale de la voie bouddhiste. Et même pour les personnes qui ne sont pas sur un chemin spirituel ou bouddhiste, les personnes souhaitent pouvoir avoir plus de compassion. Personnes dans le monde médical ou autre ont besoin de cette qualité. Et c'est possible justement de développer cette qualité de la compassion. Et cela requiert beaucoup d'énergie. Nous avons besoin d'y mettre de l'effort. Ça ne va pas juste se produire comme ça naturellement parce qu'on le souhaiterait. Il faut vraiment s'efforcer de nous entraîner dans cette voie. C'est pareil, si vous voulez être musicien, par exemple, vous voulez jouer de la guitare, du piano ou du violon, peu importe. Vous ne pouvez pas vous attendre à maîtriser l'instrument sans vraiment vous y entraîner régulièrement. Et il faut mettre du temps, de l'énergie dans cette pratique, vous entraîner. Et ensuite, vous allez vous améliorer. Donc la même chose s'applique aux qualités mentales comme la compassion. On a besoin d'apprendre à les cultiver et on a besoin de mettre du temps et de l'énergie dans cette voie. Et on peut comprendre les bienfaits qui découlent de cette pratique. Ça serait donc c'est long. Alors à ce moment-là, on va être plus inspiré, plus déterminé. On aura plus d'énergie pour justement cultiver ces qualités. Je vais commencer par ce qui est mentionné dans le livre de Thupten Jinpa. C'est ce que des psychologues occidentaux ont trouvé dans leurs recherches. Ça m'a vraiment étonnée il y a quelques années quand j'ai vu ça en me disant oh, c'est incroyable, on a vraiment fait un long chemin parce qu'il y a 20 ou 30 ans, ça ne serait jamais arrivé. On n'aurait pas eu des chercheurs occidentaux qui fassent des recherches sur la compassion et là maintenant, oui, ça a lieu. Donc c'est vraiment étonnant que les chercheurs s'occupent de ce sujet de la compassion. Donc les bienfaits de la compassion qui ont été trouvés, et vous trouverez ces bienfaits donc dans le livre de Thupten Jinpa. Le premier bienfait, c'est que nous serons plus touchés par la bonté des autres. Donc si nous-mêmes, on a plus de compassion, on a plus de gentillesse dans notre esprit, dans notre cœur, alors quand les autres nous montrent de l'affection, de la compassion, de l'amour, on sera capable de le recevoir.
Je crois que ce qui se passe parfois, c'est que il y a des personnes qui veulent nous aider, qui se montrent bienveillants, qui nous montrent de l'affection, de l'amour, mais parfois, si on est fermé à cela, on n'est donc pas capable de recevoir cette bonté. Et c'est très frustrant, évidemment, pour ceux qui souhaiteraient nous offrir leur bonté. On a d'ailleurs peut-être cette expérience, on a vraiment aidé quelqu'un, on a envie de lui montrer notre bienveillance, mais non, la personne est fermée, ne viens pas vers moi. Donc les animaux font ça parfois, et ça c'est frustrant. Ici au monastère, on a 4 chats, et il n'y a qu'un seul chat qui aime vraiment être traité avec attention. Les autres sont beaucoup plus sur la défensive. Alors on essaye de les attraper, de les prendre dans les bras, mais c'est pas facile. Un peu frustrant quand on essaie de montrer notre affection à quelqu'un qui n'a pas envie de la recevoir. C'est aussi pour nous-mêmes, si quelqu'un veut nous donner de la compassion, de l'amour, on a certainement besoin, on pourrait certainement en retirer beaucoup de bienfaits. Le fait d'être ouvert et de ressentir cette compassion en nous, ça serait extrêmement positif, mais le fait d'être fermé, c'est pas bon pour nous. On a besoin de cette compassion, de cet amour. C'est sain. Comme on a besoin de nourriture, d'eau pour nourrir nos corps, on a besoin de compassion pour nourrir notre esprit. Sinon, on se sent seul, on se sent déconnecté. C'est pas bon pour notre santé. Il y a des chercheurs qui ont trouvé que les personnes qui étaient vraiment solitaires et isolées et déconnectées ont plus de problèmes de santé et elles ont des vies plus brèves. Donc, ça, c'est ce que les scientifiques ont trouvé. Mais si on peut être ouvert, on se sent connecté, on peut avoir plus de relations avec les autres, c'est bon pour nous. Et là, on a un but plus long également. Donc, avoir plus de compassion en nous-mêmes nous aidera. Le deuxième bienfait, c'est ressentir le contentement de l'aidant, ce qu'on appelle. Ça, c'est une expression en anglais. Le high, c'est donc les états qu'on peut expérimenter. Quand on aide les aides, on peut se sentir tout de suite plus heureux. Il y a plus d'endorphines qui sont sécrétées. Donc c'est cette substance qui est libérée par le cerveau et qui circule dans le corps. Ça vous fait sentir heureux. C'est le cerveau qui libère en fait cette substance quand on agit de façon compatissante. Donc, il y a une base physiologique, scientifique à ce qu'on appelle le contentement de l'aidant. Donc en anglais, le terme c'est high. Donc, les expériences où on se sent vraiment bien. Donc même si nos actes sont dirigés vers les autres, nous-mêmes on en bénéficie, on se sent bien. Donc ça c'est bien. Surtout si vous vous sentez déprimé ou si vous vous sentez un peu isolé, déconnecté. Si vous pouvez faire quelque chose qui aide les autres et ressentir dans ce contentement. Par exemple, pendant l'année dernière, pendant le Covid, on devait rester à la maison. Je connaissais quelqu'un qui vraiment avait beaucoup de difficultés parce que d'habitude, elle est bénévole dans un abri qui s'occupe des animaux, elle s'occupe aussi des personnes migrantes, donc elle donne beaucoup d'énergie.
pour ces choses et tout à coup elle a s'arrêter de faire ces choses et rester seule à la maison. Et là vraiment elle a expérimenté beaucoup de difficultés. J'espère que cela change et que les gens commencent à faire des choses pour les autres. Et il faut être créatif. Quand on se sent seul, il faut donc appeler des personnes. Le simple fait de parler à d'autres personnes est bénéfique. Connecter au travers des réseaux sociaux également. Donc il faut rester en contact avec les autres, ne serait-ce qu'en méditation que dans notre esprit. Penser, visualiser, imaginer d'autres personnes, leur envoyer une énergie compatissante, faire la pratique de Tonglen, prendre la souffrance des autres, leur donner nos bonheurs. Avec la méditation, on peut faire toutes sortes de choses qui nous apportent le calme et de contentement. Vous ne pouvez pas le faire physiquement, faites-le donc mentalement. Donc l'autre point, c'est se sentir plus utile, donner un plus grand sens à notre vie. Ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'êtres, qu'ils pensent que leur vie n'a pas de sens, je ne vaux rien. Si on a ce genre de pensée qui continue à tourner dans notre esprit, alors évidemment, naturellement, vous allez devenir une personne qui est malheureuse, qui aura une vie difficile. Alors, si on s'entraîne à agrandir notre compassion, à développer notre compassion, ça va nous permettre d'avoir plus d'opportunités, de nous lier aux autres, de les aider. Donc, là, on se sentira beaucoup plus utile. On n'aura pas ce sentiment d'être inutile, que notre vie n'a pas de sens. L'autre point, c'est de se sentir moins stressé. Le stress peut vraiment être dangereux pour la santé. Quand on s'entraîne à avoir plus de compassion, eh bien, on a moins de stress également. Il y a souvent beaucoup de stress parce qu'on est trop préoccupé de soi-même, on est absorbé par ce qui nous concerne et on se fait trop de soucis par rapport à nos problèmes, nos besoins, et notre esprit devient beaucoup trop préoccupé par moi, mes besoins. Et ça, c'est une des causes de stress et d'autres problèmes émotionnels. Donc, quand on s'entraîne à penser plus aux autres, alors on a ces pensées positives, des émotions positives vis-à-vis des autres. Alors, naturellement, on est moins concerné par moi, tout ce qui touche à moi et mes problèmes. Et à ce moment-là, on est plus tourné vers les autres et donc on est finalement moins stressé de cette façon. Donc quand on est toujours préoccupé pour soi-même, en anglais on a cette expression donc une tempête dans un verre d'eau, c'est quelque chose en fait qui n'est vraiment pas très important, mais si on y pense encore et encore, ça devient énorme. Donc ça, c'est ce qui peut se passer avec le fait de trop tourner vers nous-mêmes. Quand on se sent pas bien par rapport à nos problèmes, quand on y pense tellement, les problèmes deviennent comme une montagne, comme un univers entier finalement. Et en fait, peut-être que nos problèmes ne sont pas si importants que ça. Et quand on pense aux autres êtres, aux problèmes que peuvent rencontrer d'autres êtres, on peut penser, on réalise qu'on n'a pas tant de problèmes finalement que ça.
si on regarde que d'autres expérimentent. Et ça réduit finalement la taille de nos problèmes. Et en fait, on se rend compte, mais bon, c'est pas si important que ça finalement. Et peut-être je peux faire quelque chose pour aider les autres. Donc ça, c'est un exemple du fait que le fait d'être trop préoccupé, trop tourné vers soi-même, peut nous amener à plus de tristesse et plus de stress. Et le fait de développer la compassion, en revanche, nous amène à plus de calme. Donc l'autre point, c'est se sentir moins seul et se sentir plus relié aux autres. Donc ça, c'est facile à comprendre cela. Si vous pensez plus aux autres, si vous pensez que vous voyez qu'ils ont des problèmes, si vous êtes concerné par cela, alors on s'intéresse aux autres et on se sent lié aux autres. Donc, quand on se sent plus lié aux autres, naturellement, on se sent moins isolé, moins seul. Et on n'a pas de problème à penser que personne ne s'intéresse à nous, on est tout seul. Et comme je l'ai dit avant, ça bénéficie à notre santé. Mais le sentiment de solitude, le fait d'être déconnecté, ça nous cause vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et ça entraîne même qu'on aura une vie plus courte. Il y a des années, j'ai entendu dire que les personnes qui ont des animaux domestiques, un chat, un chien, eh bien, ils ont moins de médicaments à acheter, ils ont une meilleure santé et ils vivent plus longtemps parce qu'ils s'occupent d'un autre être. Et ils s'occupent d'un autre être vivant au lieu de s'occuper que d'eux-mêmes. Donc, juste le fait de penser, de réfléchir à un autre être, l'activité physique, de s'occuper d'un autre, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre santé de nous occuper des autres. Le point suivant, la bonté est contagieuse. Donc ça, c'est vraiment formidable. Quand une personne agit de façon bienveillante, les autres personnes le voient ou l'entendent et ils vont se sentir inspirés de faire la même chose. Peut-être l'avez-vous expérimenté vous-même. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose de gentil, par exemple donner des miettes à un trou. Vous voyez quelqu'un qui fait ça et vous pensez « Oh, c'est vraiment gentil de faire ça à la personne. C'est gentil, les gens sont contents. » Ça peut aussi vous inspirer pour partager peut-être un peu de nourriture avec un chat qui a très faim dans la rue. Donc ça arrive. Ça nous inspire. On s'inspire les uns des autres. La bonté des autres nous inspire et inspire les autres en retour. Donc, c'est un petit peu comme un effet qui se démultiplie, l'effet papillon. Donc, une personne le voit, elle fait aussi des actes bienveillants qui vont inspirer d'autres personnes et ainsi de suite. Et donc, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent dériver de l'acte bienveillant d'une seule personne. Donc, ça peut être vraiment utile pour beaucoup d'êtres. Le dernier point, c'était
En bref, nous serons plus heureux et en meilleure santé. Bien qu'on explique la compassion comme étant le désir de délivrer un être de la souffrance, donc c'est quelque chose qui est tourné vers l'autre, mais on va réaliser que nous-mêmes, nous allons bénéficier de cette attitude. Notre santé, notre état mental sera plus heureux. Donc si on peut réaliser cela, on aura plus d'énergie pour cultiver la compassion. Donc ça, c'est la perspective occidentale, et puis il y a la perspective du bouddhisme Mahayana que nous suivons dans la tradition tibétaine. Donc dans le bouddhisme tibétain, l'idéal, c'est celui du bodhisattva. Je ne sais pas si ce terme est familier, vous êtes familier? Bodhisattva, c'est quelqu'un qui est complètement dédié au bien-être des autres, complètement concerné par tous les êtres, pas seulement quelques êtres, mais tous les êtres sans exception, et qui se concentre complètement sur le fait de faire ce qui serait bénéfique aux êtres. Ça, c'est un bodhisattva. Donc, nous avons tous cette capacité à devenir un bodhisattva si on ouvre notre esprit et si on cultive justement la compassion, cet élément fondamental de cette voie. Donc la compassion, c'est vraiment le facteur qui fait que nous devenons un bodhisattva. Donc dans le Mahayana, c'est là le but, en fait, c'est de devenir un bodhisattva et finalement devenir un Bouddha. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui aspire à être complètement éveillé, qui aspire à être un Bouddha de manière à être bénéfique à tous. Donc, selon cette perspective, la compassion est extrêmement importante. Il y a des explications dans ce célèbre livre de Chandrakirti, maître indien, qui parle de cela dans l'entrée dans la voie du milieu. Depuis le début, il rend hommage à la compassion, il loue la compassion et il dit que la compassion est importante au début de notre pratique, au milieu de notre pratique et également à la fin de notre pratique. Donc, expliquons un peu ce que cela veut dire. Donc, il utilise cette image du fait de planter une graine de riz d'orge, par exemple. Donc, au début, il nous faut la graine. Si on veut que la plante se développe, il faut également le sol pour que la graine se développe. Donc, il dit que la graine, la compassion, c'est comme la graine. Donc, elle est utile au début de notre pratique dans la voie des bodhisattvas. Nous réalisons la souffrance du monde et nous souhaitons l'alléger, nous voulons faire quelque chose. On cherche un moyen d'agir. Et si on rencontre le Mahayana, à ce moment-là, on dira « Ah, ça, c'est quelque chose que je peux faire pour éliminer la souffrance du monde. Je peux cultiver la compassion, l'amour, devenir un bodhisattva et finalement devenir un Bouddha. » Donc la compassion, c'est ce qui va nous donner l'impulsion pour commencer, pour débuter notre pratique. C'est comme la graine. Et ensuite, au milieu de notre pratique, alors qu'on progresse le long de la voie, on engage notre énergie, notre temps dans cette voie, la compassion est nécessaire.
Et selon l'analogie de la graine, la compassion est comparée à l'eau. Si on se contente de planter une graine mais qu'on ne l'arrose pas, alors elle va grandir un tout petit peu puis mourir. Elle ne pourra pas se développer complètement, cette graine. Donc on a besoin de l'arroser pour que la plante se développe. Et de la même façon, lorsqu'on commence ce chemin avec un peu de compassion, on doit continuer à arroser la graine pour développer la compassion. Il faut toujours continuer à arroser cette graine pour qu'elle demeure vivante et se développe. Et que finalement nous puissions cultiver les qualités de la voix pour obtenir l'éveil. Et à la fin, dans l'analogie de la pousse, en fait, quand la graine est complètement développée en pousse et en plante prête à être récoltée par des personnes, pour être consommée par des personnes, dans la voie spirituelle, le point ultime qu'on espère obtenir, c'est l'éveil, l'éveil du Bouddha. Donc on obtient cet état de Bouddha. Ça ne veut pas dire qu'on prend notre retraite à ce moment-là et qu'on fait juste que se relaxer, on est en vacances. Mais quand on est en fait éveillé, continuellement, on aide les êtres sensibles grâce à notre compassion. Et c'était là le but, en fait, qui a fait qu'on est devenu un Bouddha. Donc, quand on a obtenu l'éveil, on a cette très forte compassion qui nous fait travailler continuellement au bien des êtres, sans arrêt. Là, on n'a pas besoin de break, en fait. On n'a pas besoin de pause. On peut le faire continuellement, sans fatigue, jour et nuit, et on est utile aux autres êtres. Et ça, c'est la force de la compassion. Donc, la compassion est importante au début de notre pratique et tout le long de notre pratique, tout le long du chemin spirituel et même à la fin, quand on devient pleinement éveillé. Donc ça, c'est quelque chose. C'est un enseignement très beau. Donc, je pense qu'on pourrait s'arrêter maintenant et faire procéder à des groupes de discussion pour parler des bienfaits que je viens d'évoquer.